Salut les investisseurs déterminés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir ensemble différentes astuces pour obtenir son crédit immobilier et pour l'optimiser. Alors avant toute chose, si tu découvres ma chaîne, donc moi c'est Arslan, je suis consultant en banque et finance et investisseur immobilier. Donc si tu es intéressé par l'investissement immobilier, pense à t'abonner. Et également tu peux télécharger dans le premier lien en description mon guide sur comment trouver un bien rentable. Alors tu as beau avoir un super projet sur le papier, donc avoir un super emplacement, un super cash flow, une rentabilité de dingue. Mais l'élément central finalement de ton projet, donc ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend d'une personne extérieure, donc en l'occurrence le banquier. Donc c'est pour ça que c'est primordial de pouvoir maximiser les chances d'obtenir son crédit, parce que pas de crédit, pas de projet. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir l'ensemble des astuces pour obtenir ton crédit immobilier et pour l'optimiser. Alors premièrement, j'ai remarqué que ça soit sur internet, donc les blogs, les vidéos ou des articles, donc le banquier est souvent vu comme un adversaire. Donc ça c'est un peu la pensée mainstream. Donc on va se dire que le banquier finalement est là pour se faire de l'argent sur notre dos, parce que le banquier, comment il va se rémunérer, c'est notamment via les intérêts. Donc nous on va payer un coût du crédit très élevé qui sera donc contre nos intérêts. Donc finalement il y a un peu cette rivalité qui s'installe. Donc on se dit qu'il faut passer par le banquier le moins possible. Donc utiliser surtout ses fonds propres, ne pas dépendre du crédit, ce genre de choses. Sauf que finalement ça c'est vrai dans certaines situations, c'est vrai dans le cas de l'achat de notre résidence principale. Donc dans le cas d'achat de notre résidence principale, derrière on ne va pas pouvoir déduire les intérêts d'emprunt, d'accord? Donc là le coût du crédit il aura un véritable impact. Ou encore dans d'autres situations, si on fait par exemple un crédit conso, donc là aussi c'est pas bon. Mais dans le cas d'un investissement immobilier, là c'est complètement différent, là c'est une autre logique, ça n'a rien à voir avec ces différents cas-là. Parce que comme on l'a vu dans les projets d'investissement immobilier, le financement c'est le nerf de la guerre, et donc pour ça, il va falloir que le banquier soit notre partenaire pour qu'on puisse tout simplement réussir d'abord notre premier investissement, qui donne son go, et également ensuite pouvoir faire d'autres investissements. Donc pour ça, il faut un peu finalement graisser la patte du banquier plutôt qu'aller à contre-courant du banquier en limitant le coût du crédit. Donc nous, on va plutôt chercher à faire plaisir au banquier. Parce que j'ai remarqué que sur Internet, on donnait souvent le conseil de finalement opter pour la délégation d'assurance qui représente le coût le plus important globalement sur le crédit immobilier. Sauf que je trouve que ce n'est pas un très bon conseil, parce que c'est sur ce genre de produit justement que la banque va se faire une marge. C'est sur ce produit-là que ton conseiller va atteindre ses objectifs. Donc à un moment, il faut que ça soit donnant-donnant. Le banquier, lui, t'accorde un prêt à tes conditions, donc un prêt à 110%, un prêt sur une durée longue. Donc quelque part, il te donne sa main, mais n'en profite pas pour prendre tout son bras. Parce que après, ça peut marcher une fois, mais ça ne marchera pas par la suite. Sauf que nous, ce qu'on veut en tant qu'investisseur déterminé, c'est avoir une relation sur la durée avec le banquier, pouvoir présenter ce projet, mais également les autres projets. Donc pour ça, pour faire le plaisir au banquier, on va un peu le chouchouter. On va souscrire aux différents produits qui vont apporter une marge importante au banquier. Donc par exemple pour l'assurance du bien, donc l'assurance propriétaire non occupant, donc plutôt que chercher un assureur qui sera peut-être 5 ou 10 euros moins cher, donc on va prendre l'assurance de la banque, donc elle va pouvoir se rémunérer là-dessus. On va aussi souscrire à une carte de crédit chez la banque. Il y a certes des cartes de crédit beaucoup moins chères, tu trouves sur Boursorama, sur plein d'autres banques en ligne, mais là encore c'est toujours dans cette logique de partenariat. Nous on va souscrire une carte bancaire plus premium, sans derrière devoir compter les 5 ou 10 euros de plus qu'on va payer tous les mois. Et après, il y a aussi un autre produit, donc là par rapport à la délégation d'assurance, donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on va prendre l'assurance de la banque et on va la garder sur le long terme. Et c'est vraiment là que un climat de confiance va s'instaurer entre toi et le banquier, donc ça va être un deal finalement win-win. Le banquier t'accorde ses faveurs pour obtenir ton prêt, pour réaliser ton et tes projets. Et toi derrière, la contrepartie c'est que tu joues le jeu du banquier, tu vas le soutenir pour atteindre ses objectifs, pour qu'il gagne de l'argent tout comme toi. Donc comme on dit, tu vas lui faire croquer aussi un petit peu de ce que tu gagnes. Maintenant, un autre point auquel tu dois faire attention quand tu vas chercher ton financement, c'est d'avoir vraiment un dossier béton. Pourquoi un dossier béton? Parce que si tu veux, en général, le banquier, il va être surpris si tu lui ramènes un dossier vraiment solide. Parce que le banquier, il est habitué aux gens qui vont acheter leur résidence principale, ou alors les investisseurs entre guillemets médiocres, d'accord? Les investisseurs qui vont finalement pas vraiment connaître leur projet, ils vont pas tout maîtriser, toutes les ficelles. Donc le banquier, non seulement tu comptes sur lui pour avoir ton crédit, mais en plus de ça, derrière, tu vas le faire travailler, tu vas le faire galérer pour rien. Parce qu'il va devoir te relancer, t'envoyer des mails,
te dire qu'il manque telle pièce. Et là, ça va être un signe d'amateurisme finalement. Tu ne vas pas être mis dans la catégorie des professionnels, des gens qui savent ce qu'ils font, des gens qui ont un plan clair, net et précis. Alors que si, juste au préalable, tu fais un super dossier, ça fera toute la différence. Et qu'est-ce qu'il faut donc pour faire un super dossier? Honnêtement, c'est pas si compliqué. Tu vas pouvoir d'abord mettre des photos. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc tu vas pouvoir, par exemple, illustrer le bien, prendre une photo sur Google Maps du quartier où il est, montrer que ça c'est un quartier qui a de l'avenir, un quartier stable, qui a une bonne population, montrer la photo des différentes pièces, montrer ton projet, les travaux que tu vas avoir à faire. Ensuite, aussi l'étude de marché. Donc tu vas demander une attestation de la valeur locative à l'agent immobilier pour la constitution de dossier. Ça va permettre de prouver au banquier que les différentes projections que tu fais, elles ne sont pas basées sur rien. Donc c'est vraiment réaliste, c'est fait par un professionnel. Aussi l'étude de marché sur la ville, donc à qui finalement va s'adresser ton bien que tu vas mettre en location, l'état de la ville, donc la ville est un marché dynamique. Donc vraiment tous les éléments qui vont rassurer le banquier, parce qu'avant tout le banquier, c'est comme toi et moi, c'est pas un alien, c'est une personne normale. Et donc finalement, si tu lui expliques avec des mots simples, tu lui expliques un peu ton projet d'une façon simple et concise, c'est là qu'il va vraiment comprendre ce que tu vas faire et ça va le rassurer dans le processus. Donc pour ça, il va falloir également faire preuve de beaucoup d'empathie, parce que souvent tu peux tomber sur un conseiller et tu vas peut-être être le premier investisseur immobilier qui va lui parler de notions de rentabilité nette à 10%, de notions de cash flow, et peut-être que ces notions-là, il les a jamais entendues. Ces notions-là, c'est souvent en plus les gens qui vont avoir des postes un peu plus haut dans la hiérarchie, donc par exemple les directeurs d'agence ou les conseillers professionnels qui vont entendre ce genre de vocabulaire. Donc si l'interlocuteur ne te comprend pas la première fois, donc fais un effort, essaye de t'adapter à lui expliquer les différentes notions de cash flow que tu vas pouvoir finalement grâce à cette opération te mettre de l'argent de ta poche et donc par la même occasion aussi enrichir la banque en plaçant ton argent sur les différents comptes épargne, en souscrivant à ces différents produits, etc. Donc vraiment faire preuve d'empathie, montrer que toi tu es un investisseur, que tu connais vraiment ton sujet, mais que tu sais aussi s'adapter à quelqu'un qui ne le connaît pas, donc là en l'occurrence le banquier, donc pouvoir l'expliquer en termes simples. Donc ça aussi c'est un signe que tu maîtrises vraiment ton sujet quand tu peux l'expliquer d'une manière simple. Un autre conseil maintenant, c'est de ne pas dévoiler toutes tes cartes au banquier. On pourrait faire le parallèle avec une relation homme-femme par exemple. Donc imaginons que tu souhaites séduire une femme, d'accord? Donc c'est la femme rêvée, tu la trouves jolie, tu la trouves intelligente, tu la trouves intéressante. Donc tu as envie de la séduire, sauf que dès le départ, tu commences à lui faire des plans de malade, quoi, des plans sur la comète, où tu lui expliques que ton projet, ça va être que vous alliez faire une lune de miel dans un pays exotique, que tu as envie de tant d'enfants, etc., que tu en dévales vraiment beaucoup trop dès le départ, alors qu'elle s'attend plutôt au départ à un truc simple, à un truc qui se fait progressivement, à un truc qu'elle comprend aussi, d'accord? Donc le banquier, pour son cas, si imaginons que tu as envie de faire un type d'investissement un peu particulier comme la location courte durée, il y a de grandes chances que la banque, elle ne maîtrise pas tout ça, elle ne maîtrise pas tout ce qui est Airbnb, location courte durée. Donc là, tu vas devoir en fait t'adapter à ton interlocuteur, ne pas lui parler forcément de la location courte durée, parce que déjà si tu achètes un bien en location courte durée, c'est que déjà ce bien s'autofinance en location classique. Donc plutôt que de lui parler de la LCD, tu vas lui parler de la location classique. Donc là, tu auras dit au banquier que tu vas mettre ton bien en location classique, et une fois que tu l'auras mis en location courte durée, là ça va être une bonne surprise pour la banque, d'accord? Et tu pourras lui expliquer tout simplement en disant que tu as voulu un peu tester la location courte durée parce que tu en avais entendu parler et que ça cartonne, et là ça va être top pour toi et le banquier. Alors maintenant par rapport à la durée du prêt, donc là on a vraiment différents sons de cloche. Donc certains vont recommander d'emprunter sur 15 ans, d'autres sur 20, d'autres sur 25 ans. Alors souvent ceux qui vont recommander d'emprunter sur une durée courte, ça va souvent être des personnes qui ne vont pas vraiment être initiées à l'investissement immobilier. Donc ils font considérer que sur une durée courte, tu vas payer finalement plus d'intérêts et donc que c'est de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Sauf que bon, ce raisonnement qui est valable dans le cas de la résidence principale, et encore parce que si tu prends une durée trop courte, derrière ça aura un impact négatif sur ton lifestyle parce que tu vas devoir faire peut-être un effort beaucoup plus important d'épargne tous les mois. Donc tu vas pouvoir peut-être restreindre un peu ton lifestyle, t'obliger à manger des pâtes, à aller moins au restaurant, au cinéma. Donc une durée trop courte, même dans le cas de la résidence principale, c'est vraiment pas recommandé. Et maintenant, dans le cas d'un investissement locatif, là encore moins, parce que dans le cas de l'investissement locatif, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu prends une durée longue, tu vas avoir les intérêts qui vont être déductibles, d'accord? Peut-être qu'il y a 0, je sais pas combien que tu vas payer un peu plus tous les mois, mais en réalité, ça va pas vraiment être ce chiffre, ça va pas être juste la différence
entre une durée courte et une durée longue que tu vas payer. Parce que derrière, tu vas pouvoir déduire ces intérêts-là. Donc au final, l'impact du coût du crédit il sera réduit. Et derrière aussi, ça va pouvoir te permettre de facilement dégager un cash flow. Parce que si tu prends une durée trop courte, bah, ton loyer, il va peut-être pas suffire pour couvrir le crédit. Et d'ailleurs, attention, parce qu'il n'y a pas que le crédit, derrière, tu vas avoir tout un tas de charges. Les charges de copropriété, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant et plein d'autres charges. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que tu fasses attention à ça. Moi, je recommande plutôt d'emprunter sur des durées longues, donc plutôt 20 ou 25 ans. Personnellement, j'emprunte plus sur 25 ans, même si sur 20 ans, c'est vrai que le coût du crédit est moins important. Mais toujours dans la même logique, bah, sur 25 ans, tu vas pouvoir facilement couvrir le crédit avec ton loyer. Et en plus, bah, finalement, l'excédent de cash flow que je vais avoir sur 25 ans, je vais pouvoir derrière peut-être le placer sur un investissement qui va me rapporter. Donc par exemple, les ETF qui sont à 7% par an. Donc je trouve que cette solution, elle est beaucoup plus intéressante. Peut-être qu'il y a un coût du crédit, mais derrière, quand on sait placer l'argent restant, et surtout, ça va nous permettre en fait d'aller plus vite, parce que tu vas pouvoir facilement emprunter derrière, faire plus d'épargne pour aussi prévenir les différents risques qu'il y a dans le locatif. Alors maintenant, concernant la situation financière, alors il faut savoir que la voie royale pour pouvoir emprunter auprès de la banque et ce qui va les rassurer au mieux, ça va être le fait d'avoir un CDI. Surtout si tu as un CDI depuis longtemps, parce que la banque dans cette situation, elle va se dire que demain, tu ne vas pas te retrouver à la rue, tu ne vas pas te retrouver en difficulté pour pouvoir honorer tes différents crédits. Donc c'est pour ça qu'elle favorise vachement le CDI. Maintenant, même si tu n'es pas en CDI, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir obtenir ton prêt. Tu vas pouvoir l'obtenir, mais il faudra finalement adapter un peu ton dossier, faire un peu plus attention, d'accord ? Et donc là, notamment, on parlait de l'importance du dossier, donc faire un bon business plan. Donc là, ça va être d'autant plus important si tu as une situation différente du CDI. Donc si tu es entrepreneur ou tu es en intérim ou tu as une autre situation. Donc là, il va falloir que tu fasses encore plus attention. Par rapport à tes critères de rentabilité, par exemple, il va falloir que tu sois plus exigeant, que tu vises du 10% minimum de rentabilité, un bon cash flow, que tu achètes un bien en dessous des prix du marché. Bon, ça, ces règles, elles sont vraies dans tous les cas, mais encore plus dans le cas où tu as un dossier un peu plus fragile, entre guillemets. Mais dans tous les cas, si tu as des revenus réguliers et que tu as un dossier bien ficelé, tu finiras par obtenir ton prêt, même s'il faut faire plusieurs banques. Maintenant, il y a aussi une autre alternative si tu as une situation vraiment précaire, donc que tu sois au chômage ou au RSA ou dans d'autres situations. Bah là, peut-être que toi, tu n'as pas l'argent, ça c'est une certitude, mais tu as quelque chose d'autre qui est la connaissance. Donc comme toi, tu t'es formé à l'immobilier, tu connais le b.a.-ba de l'immobilier, bah derrière, tu vas pouvoir apporter ces connaissances à une autre personne qui n'a peut-être pas ces différentes connaissances, qui n'a peut-être pas le temps non plus, mais qui a la situation financière. Donc ça peut être un de tes proches, que ce soit ta famille, tes amis ou quelqu'un d'autre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un petit pouce pour me soutenir. Et toi aussi, je t'invite à me donner ton avis. Donc peut-être que toi aussi, tu as des conseils sur les financements, des astuces qui vont aider d'autres investisseurs déterminés qui vont visionner cette chaîne. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans l'investissement locatif, commencer à finalement engranger les connaissances pratiques pour passer rapidement à l'action, j'ai créé pour toi une mini formation offerte sur ma méthodologie pour trouver un bien rentable. Donc c'est dans les premiers liens en description. Donc tu vas rentrer ton mail et je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Donc je te dis à bientôt, plein de réussite dans tes projets et surtout reste déterminé. Ciao!